C'est parti pour ces dates qui comptent pour le modèle coopératif. Alors quand je vous dis coopérative, je vous vois, vous pensez tout de suite à ça. En réalité, la coopérative, on la retrouve dans tous les secteurs, de toutes les tailles, dans tous les domaines, du supermarché à l'artisanat, en passant par le service à la personne, la petite ou l'énorme entreprise. Bref, elle est absolument partout. Et pourtant, personne ne la connaît! Le point commun entre toutes ces enseignes, toutes ces entreprises coopératives, elles sont basées sur une chouette idée. En unissant nos forces, on peut être performant sur le plan économique tout en poursuivant un idéal de justice sociale. Oui, c'est un peu comme la devise des trois mousquetaires. Enfin, les trois, ils étaient quatre. Un pour tous pour un. Exactement, sans le coup d'épée s'il te plaît. Allez, on démarre tout de suite avec le Moyen-Âge. Désolé, j'ai pas de date précise. Où on retrouve des formes de coopératives destinées à assurer des funérailles décentes à un membre ou à la construction commune d'une digue. Alors je vous l'accorde, c'est pas très sexy, mais écoutez la suite, vous allez voir. 13e siècle, on est dans le Jura. Les paysans se réunissent pour transformer leur lait en comté. Car la fabrication d'une meule nécessite beaucoup plus de lait qu'un seul éleveur n'en dispose. C'est ainsi que naissent les fruitières. Cette pratique de la coopération a ensuite donné lieu à d'autres pratiques, notamment sur le vin pour la vinification. Les fruitières perdurent aujourd'hui sous la forme de sociétés coopératives agricoles de fromagerie. 1818, création de la toute première caisse d'épargne. Oui, enfin, elle n'est pas coopérative. Elle a pourtant tout d'une âme coopérative, puisque comme le feront les futures coopératives, elle répond à un besoin social non satisfait, en l'occurrence l'épargne pour tous. Il faut savoir que l'époque n'est pas vraiment propice à ce genre de création, puisqu'en 1791, le Chapelier interdit toute forme de regroupement pour motif économique ou social. Traduisez, on n'aime pas trop à l'époque que les ouvriers se réunissent pour faire des revendications. Pour autant, les groupements ouvriers ne disparaîtront pas. Hein. Et oui, que voulez-vous, quand on a faim, on peut être un peu têtu. 1844, retenez bien cette date, c'est probablement la plus importante car c'est à partir de là que vont découler les bases des valeurs et des principes qui vont fonder le modèle coopératif mondial et même, allons-y, l'ensemble des valeurs de l'ESS, l'économie sociale et solidaire. Rendez-vous tout de suite dans un trou paumé, ici au nord de l'Angleterre, à Rochdale. 28 artisans qui en ont clairement assez de se faire pigeonner comprennent qu'en rassemblant leurs maigres ressources et en se regroupant, ils peuvent accéder à des produits de base à moindre coût. Ils ouvrent un magasin et c'est un carton. Les pionniers de Rochdale souhaitent de plus en plus que leurs clients soient traités avec ouverture, respect et honnêteté, qu'ils puissent partager les bénéfices auxquels ils ont participé. Ils pensent également que ces clients doivent disposer du droit démocratique de décider, de donner leur avis pour l'entreprise, et ce, quel que soit le capital qu'ils ont apporté. Ces pionniers ont inventé, sans le savoir, l'un des piliers du modèle coopératif, un homme égale une voix. On passe tout de suite à 1864. Nous sommes cette fois-ci en Prusse. Les récoltes désastreuses et la faim poussent les agriculteurs à emprunter à des usuriers. Les prêts étant engagés par des hypothèques, nombre d'entre eux sont contraints de se séparer de leurs terres et de leur bétail. Engrenage fatal vers la paupérisation. Face à la précarité des paysans, Friedrich Wilhelm Raiffeisen, oui j'ai fait allemand LV1, fonde une association pour leur venir en aide, puis crée une banque rurale, innovant par son fonctionnement. Sans actionnaire extérieur, la banque n'a pas à distribuer de dividendes. Les bénéfices viennent alimenter les fonds propres de l'établissement, garantissant sa pérennité. Cette structure la rendra insensible aux crises financières qui émailleront la fin du 19e siècle. BG Friedrich. Ce schéma prévaut d'ailleurs encore dans les nombreuses banques qui se réclament de cette organisation, au Crédit Mutuel comme dans les caisses d'épargne. Son succès démontre que le modèle coopératif peut offrir une alternative stable et résiliente face aux crises. C'est pas faux tout ça. 1895, création de l'Alliance coopérative internationale. C'est la seule organisation à avoir survécu à la Première et à la Seconde Guerre mondiale. 1947, Paul Ramadier, président du Conseil socialiste et militant coopérateur, va faire voter la loi cadre portant statut de la coopération. Son objectif, donner une loi générale aux coopératives afin de poser les principes fondateurs du modèle coopératif. 1999, les caisses d'épargne deviennent coopératives. Ça y est. Elles étaient jusqu'à cette date des OBNI, objets bancaires non identifiés. Les caisses d'épargne sortent leur ghetto juridique marqué par l'absence de propriétaires. C'est une opération inédite. Les caisses d'épargne se constituent ex nihilo leur propre sociétariat
et deviennent la plus jeune des banques coopératives. 2025. Alors que le monde fait face à des défis sociaux, économiques et environnementaux majeurs, les Nations Unies déclarent cette année Année internationale des coopératives. L'occasion pour toutes ces entreprises de célébrer ce modèle social, environnemental de coopération unique et novateur